Le crépitement, les vitres qui volaient en éclats, le bois. Maman qui faisait face au restaurant a vu le feu. Elle m'a dit donc que ça brûlait. Le premier étage de Lino était en feu. Moi j'ai vu les gens sauter par les fenêtres. Ah mais des personnes qui ont sauté sur les capots des voitures, carrément. Aujourd'hui, une catastrophe comme celle-là n'est plus vraiment envisageable. Si. 22 mai 1967. Tous les Belges en âge de se souvenir se rappellent de ce jour-là et de ce moment précis où ils ont vu ou appris que l'Innovation, un des plus grands magasins de la capitale, était ravagé par un effroyable incendie. Un gigantesque brasier dans lequel vont périr en quelques instants plus de 250 personnes. Un jour noir qui marquera plusieurs générations, un drame inexpliqué qui démontre qu'en pareilles circonstances, tout se joue dans les premières minutes. Un sujet de Bernard Balto et Yves Crasson. Ce lundi 22 mai 1967 devait être une journée calme, commercialement parlant, dans les magasins de la capitale. Rue Neuve, l'Innovation a ouvert ses portes dès 9h comme tous les jours. Vendeurs et vendeuses ont pris place à leur poste de travail. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. Peu après 13h, Marie-Thérèse Van der Hagen reprend son service. Elle est vendeuse au premier étage du grand magasin, au rayon enfants. Elle vient d'aller déjeuner en ville et se dirige tranquillement, comme d'habitude, vers une petite réserve pour y changer de chaussures avant de se remettre au travail. Je vais reposer ma trousse à côté de la caisse et c'est à ce moment-là que j'ai appelé ma collègue à le rayon fillette, parce que là c'était le rayon Liette. Elle était seule avec moi ce jour-là. Et je dis, mais toi tu sens pas le brûler? Elle dit, nous on n'a rien vu. Et à ce moment-là, j'ai soulevé ma tête et comme il y a comme un faux plafond, vous savez, entre la petite réserve et là j'ai vu du rouge. Je dis, tiens, ça brûle. Je dis, alors je vais vite voir et j'ai contourné complètement tous les salons. Je suis allée derrière, j'ai ouvert la porte et je suis allée là derrière. Et là, j'ai ouvert la porte de la réserve et là, j'ai vu tout en feu. Le pompier de service de l'Innovation que vous appelez, que peut-il faire? Essayer d'éteindre le feu, mais comme il n'y avait pas moyen, son extincteur était encore à moitié. Il dit, moi je ne sais plus, je ne sais plus rien faire. Et lui, il est retourné chercher certainement l'alerte et les pompiers. Hein. Son extincteur était à moitié quoi, dites-vous? Je ne sais pas s'il fonctionnait réellement bien, hein. Mais de toute façon, il ne savait rien faire avec. Il l'a poussé, il a essayé, ça allait un petit peu, mais il dit, ça ne sert à rien, on ne sait rien faire. Depuis l'endroit où il a pris au premier étage, le feu se propage à toute vitesse. Une fumée opaque et toxique se répand dans les galeries de vente, puis d'étage en étage par les cages d'escalier. Au même moment, de nombreux clients et membres du personnel sont en train de dîner au self-service de Lino au troisième étage du magasin. Il y a là plus de 200 personnes. Prises au piège, elles auront beaucoup plus de mal à s'échapper. Alors maman a vu le feu, maman qui faisait face au restaurant a vu le feu. Elle m'a dit donc que ça brûlait et à ce moment-là, tout le monde s'est levé, mais jusqu'alors, personne n'avait bougé, tout le monde dînait bien à son aise. Hein. Il y a eu une des serveuses qui a dit « Venez, suivez-moi, suivez-moi ». Et on était quelques jeunes à se dire « Oui, tant pis, on laisse tout tomber » et on l'a suivi. Alors tout le monde s'est levé, mais en une demi-minute, je ne sais pas combien de temps, on n'a plus rien vu du tout. Plus vu son voisin, plus rien du tout. On s'est précipité sur les fenêtres qu'on a ouvertes. On s'est précipité vers le tapis roulant sur lequel passaient les plateaux vides et derrière lesquels il y avait un petit carreau qui était ouvert. Et donc la serveuse a vraiment ouvert complètement ce carreau et nous nous sommes retrouvés de l'autre côté, mais en courant vraiment. Alors, il fallait traverser donc là un mur de bambou. Il y avait des bambous tout le long des fenêtres. On a dû donc monter sur des chaises pour traverser ces bambous, pour passer au-dessus des fenêtres, pour sauter sur une petite plateforme minuscule de laquelle on a dû faire un bond que j'évalue à 5 mètres. Il y avait une échelle de secours. Il y avait une échelle de secours sur la droite, mais on pouvait descendre quelques bienheureux qui étaient là tout près. Oui. Une personne à la fois, ça, je pense 5 ou 10 maximum. Il y avait des gens avant moi, très peu, mais il y en avait. Et j'ai entendu des bruits sourds, des plocs. Et j'ai regardé en dessous de moi, c'était des gens qui s'écrasaient.
Et comme au-dessus on pressait aussi, j'ai dit attendez, attendez. Et j'ai regardé autour de moi pour trouver un endroit où tomber. Le Prix-Bas voisin, qui dépend de l'INO, est menacé lui aussi par les flammes. Un jeune employé de 22 ans entend des cris, on l'appelle à la rescousse. Je monte au balcon du 5e étage où il y a quelques personnes, sans doute du personnel de Prix-Bas mais que je ne connaissais pas, et d'autres personnes qui sont sur le mur qui se trouve de ce côté-là et qui attendent d'être aidées. Alors bon, on se concerte mais pendant une demi-seconde et c'est bien entendu le plus jeune auquel on fait la courte échelle et je me trouve sur le mur mitoyen qui atteint les plateformes et la toiture de l'innovation. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Je n'ai rien vu à ce moment-là. On s'occupait de ces gens pour les aider à descendre le mur. Je n'ai pas fait attention en fait, mais pas du tout. On essaye de faire de sorte que ces gens, peu habitués à gravir les échelles d'incendie, d'une dame d'une forte corpulence qui passe, on peut voir les gars en haut tirent et ceux en dessous poussent. Et la personne que j'aide, qui est l'avant-dernière, puisque moi je suis le dernier à ce moment-là, un malaise dans l'échelle d'incendie et se fracasse la figure dans les barreaux, mais il descend les barreaux, hein, donc aspergé de sang, etc., etc. Puis on sait le tirer sur une des premières plateformes. Mon premier souvenir, j'étais au laboratoire, je développais des photos. Et j'ai entendu les premières ambulances, une, puis les pompiers, 2, 3, 4, 5. Je me suis dit, ça doit être important. Vous étiez situé où, vous? Oh, j'étais, disons, à 500 mètres de vol d'oiseau de l'innovation. J'étais avec ma voiture, place des Martyrs. Et j'ai été sonné chez une brave dame, une des maisons de la place. Je lui ai dit, madame, est-ce que je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît? Ah, ben oui, elle me dit, vous en avez pour longtemps? J'ai dit, je crois que oui, franchement. Parce que moi, je suis arrivé là une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes après le début, quoi. Ça crépitait, comment vais-je dire, les vitres explosaient, et les petites chambranles aussi, parce que c'était un petit lati, ça brûlait, on voyait, quoi. Et à l'intérieur, c'était tout rouge, tout rouge, tout rouge. Comme souvent dans les incendies, il vaut mieux être dans les flammes que dans les fumées. Parce que là, on voit par où il faut aller, et, tandis que sinon, on respire des trucs toxiques. J'ai dit, mais enfin, mais avançons, sinon nous sommes tous morts ici dans l'escalier. Et il y a quelqu'un qui a répondu tout bas, un véritable murmure qui a répondu, c'est trop tard. Beaucoup de gens, instinctivement, se sont dit, on a peut-être plus de chance par l'arrière. Et donc sont venus de mon côté, si j'ose dire. Enfin, et là, ils ont vu que ça passait pas davantage, mais il fallait faire quelque chose pour essayer de sortir. J'ai vu qu'il y avait une toute petite fenêtre dans l'escalier de secours. J'ai cassé la petite fenêtre et j'ai crié au secours, nous mourrons tous. On ne peut rien faire pour eux. Les pompiers font ce qu'ils peuvent, ils sont devant, ils sont derrière. Et puis alors, il y avait des gens qui étaient aux fenêtres, qui voulaient sauter. Et certaines personnes disaient, ne sautez pas, on va venir vous chercher. Et c'était dantesque, parce que moi j'ai vu les gens sauter par les fenêtres. Dès le départ, quand vous arrivez, vous voyez déjà des gens qui désespéraient ce jeune homme? Oui, bien sûr, qui sont là aux fenêtres, qui crient. On a sorti les gens qui se trouvaient sur la façade. Vous avez sorti les gens? Mais oui, on a sorti les gens qui se trouvaient sur la façade. Là-bas, on a arraché les tôles et on en a sorti 5 ou 6 complètement torchés.
Mais en tant que journaliste, on est là pour faire un reportage, mais j'imagine qu'on a aussi envie de porter secours. Ça doit être difficile de choisir entre le métier et l'instinct, finalement. Bien sûr, c'est évident, mais honnêtement, si on n'a pas un minimum d'équipement, on ne peut pas faire grand-chose. Certains auront plus de chance en se sauvant à l'aide de cordes lancées par des voisins. D'autres ne seront extraits du brasier qu'in extremis. Lorsqu'il m'a tiré de là, je ne m'en souviens plus du tout. J'étais évanouie, je m'en souviens plus. Quand avez-vous repris connaissance? Mais j'ai pris connaissance. Il a eu la bonté de me prendre sous le bras et de me descendre jusque sur le trottoir où il m'a installé parmi les blessés et les morts, ce qui était tout à fait normal. Il devait rapidement remonter, n'est-ce pas? Et j'ai entendu le curé qui passait et qui a dit très très fort ils sont tous morts, mais je vais quand même les bénir. C'était très gentil. Depuis le début de leur intervention, les pompiers ont naturellement donné la priorité au sauvetage des personnes. 200 personnes environ ont pu être arrachées aux flammes. Les pompiers s'apprêtent à présent à circonscrire le sinistre qui s'est étendu au prix bas voisin lorsqu'ils aperçoivent en façade de Linot, rue Neuve, un homme et une femme encore bloqués au 2e étage. Ce seront les derniers rescapés de l'enfer. On est parvenu à passer à travers une cloison qui devait être de l'énalite ou une cloison en bois légère. Et on s'est retrouvé prisonnier entre cette cloison et les fenêtres grillagées qui donnaient sur la rue Neuve. Comme il commençait à faire irrespirable, on a cassé les petits carreaux de façon à avoir de l'air frais. Quelques minutes après, maintenant, est-ce que c'est 3 minutes ou 10 minutes, les premiers véhicules de pompiers sont venus s'arrêter. Une grande échelle s'est arrêtée en face de nous. On a vu l'échelle qui se dirigeait vers nous. Et les pompiers sont arrivés. À coups de masse, ils ont défoncé la fenêtre voisine. Et puis, dès qu'ils ont pu déceler une des fenêtres, ils nous ont sortis, ils nous ont mis... on est descendu par nos propres moyens sur la grande échelle. Tous les blessés sont acheminés vers les hôpitaux de la région. À ce stade, on ignore le nombre de disparus. Mais parmi les pompiers, l'horreur fait déjà place à l'interrogation. L'ampleur de la catastrophe et la vitesse à laquelle le feu s'est propagé ne sont pas sans poser certaines questions. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que, étant donné le nuage fumé et l'embrasement tout de même assez général que j'ai pu entrevoir en regardant par les portes du rez-de-chaussée et en voyant aussi le nombre de personnes qui étaient encore aux fenêtres, disons, aux étages, que c'est un incendie qui ait pu prendre une telle ampleur entre, mettons, disons, 13h32, 33, quelques minutes avant l'appel, ce qui me laisse tout de même croire qu'on n'a pas appelé les pompiers tout de suite. J'ai essayé d'avertir mes collègues qui sont tous des bénévoles et qui ont une occupation. Ils devaient d'abord se libérer et puis rejoindre l'innovation. Et ce n'était pas une chose aisée parce qu'il y avait un chaos total dans la circulation qui était complètement bloqué. Le central téléphonique, la même chose. C'était le couac. Nos véhicules de secours, aussi bien que ceux de la police, des pompiers, ils ont eu les pires difficultés pour accéder au lieu du sinistre. Tout le monde venait voir, il se passait quelque chose. Les gens convergeaient tous vers le centre. C'était une pagaille indescriptible. Et cette foule, à fur et à mesure que le temps s'écoulait, devenait de plus en plus grande. Aussi bien que dans le courant de l'après-midi, toute circulation dans le centre de la ville était pratiquement bloquée. Vous aviez des personnes qui avaient des leurs, un proche, un enfant, un mari, une femme, que sais-je, dans les environs. Tous ces gens se précipitaient donc vers la rue Neuve et ce fut un second chaos. Magnifique création art nouveau de l'architecte Victor Horta, l'innovation a été édifiée au tout début du XXe siècle.
Au fil du temps, elle devient un vaste temple commercial de 5 étages, articulé autour d'un hall central illuminé par une immense verrière. À l'époque, l'esthétique compte davantage que la sécurité. Rien n'avait été prévu architecturalement, aucun cloisonnement par exemple, pour empêcher l'extension d'un éventuel incendie. Le premier qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est Horta lui-même. Quand il a conçu son immeuble, il s'est étonné et inquiété de l'énorme charge de feu potentielle dans le magasin et les conséquences. Donc il était bien conscient, il l'a d'ailleurs écrit dans ses mémoires. C'est le gigantisme et le développement successif à partir du magasin Horta que Horta avait conçu qui a amplifié les conséquences du drame. Dès le début de l'incendie, il y a eu émission de gaz chaud, et non seulement émission de gaz chaud, mais de fumée, et qui se sont dirigés primo vers les cages d'escalier, d'ascenseur qui jouent le rôle de cheminée d'appel. Et les gaz chauds ont été se coller en dessous de la coupole en verre, ils ont été brassés avec l'air, et lorsque la charpente métallique qui soutenait la verrière a cédé, il y a eu un apport d'air considérable qui a fait assister à une véritable déflagration. Une fois que les vitraux, les carreaux sont partis, que la coupole est tombée, tout s'est embrasé d'un coup. À ça, j'ai assisté encore. Quand je suis arrivé sur place, l'embrasement n'était pas total. Il se limitait au premier étage et puis tout a filé. L'incendie dépasse rapidement les limites de l'imaginable. Vers 15h, tous les pompiers de l'agglomération bruxelloise sont sur place. Il y a déjà près de 2 heures que l'incendie fait rage et il menace de s'étendre au reste du quartier. À vrai dire, la lutte est inégale. Mais si vous êtes à l'antenne pendant 14 heures en direct, est-ce que ces heures passent vite? Oui, on les voit pas passer. Hein. On suit l'événement en se disant qu'est-ce qui va arriver maintenant. J'ai vu s'écrouler des pans de mur, toute la façade arrière se démolir, si je peux dire, petit à petit. Donc on se dit qu'est-ce qui va rester? La chaleur est telle que dans une rue latérale, la rue aux Choux, une autre scène dramatique se prépare. Il est 15h55. Sachant que la situation était contrôlée complètement rue Neuve, j'ai décidé d'aller voir de l'autre côté. Et je suis juste arrivé pour voir, disons, s'écrouler le bâtiment qui faisait le snack et qui était en béton, mais appuyé sur des poutrelles verticales métalliques. Et il faut dire qu'à 800 degrés, ces colonnes métalliques ont cessé de faire leur travail et tous les planchers ont basculé, disons, comme des dominos. Les pompiers ont pu se jeter en arrière, il y en a quelques-uns qui ont reçu quelques pierres dans le dos, mais il n'y a pas eu de blessés, quoi. C'est un des incendies où on n'a pas eu de blessés. Du fait que les officiers qui étaient sur place nous avaient demandé de reculer à 10-20 mètres du feu. À 18h15, le roi Baudouin vient sur les lieux d'un sinistre qui apparaît d'ores et déjà comme une catastrophe nationale. On ignore encore à ce moment-là le nombre des victimes, mais tout le monde pressent qu'il sera élevé. Il y avait un bon millier de personnes dans le magasin au moment où il s'est embrasé. Combien y sont restés? C'est la question que tout le monde se pose avec anxiété. Vers 19h20, le Premier ministre Van den Bounans arrive à son tour sur place. Il apparaît à ce moment-là que tout risque d'extension du feu étant écarté,
le désengagement des secours peut commencer. Et puis alors le soir, on a vu des choses assez étonnantes, et notamment près de l'église qui est là, rue Neuve, il y avait quelques établissements plus ou moins mal famés, avec des dames de petite vertu, comme on aurait dit à l'époque, qui se livraient à leur commerce, et qui ont improvisé des sortes de soupes populaires pour... ils ont fait de la soupe pour nourrir les gens. Alors on s'arrêtait, et puis on allait vite prendre une soupe chez les putes de la Donc la solidarité se mettait en place dès le jour même. C'était tout à fait intéressant. On essayait d'aider, on essaie à la fois de raconter ce qui se passe, de savoir ce qui s'est passé et de venir en aide quand on peut. À quel moment est-ce que vous rendez l'antenne ? Quand on me dit qu'on va arrêter. Vous savez quelle heure il est, plus ou moins ? Il est 3h du matin, 4h du matin, quelque chose comme ça. L'image, quand vous quittez les lieux, oui. Quelle est-elle ? L'image, c'est la désolation, c'est les gens un peu hébétés qui commencent à réaliser ce qui est arrivé. Les torrents d'eau sur les pavés, enfin tout ce qu'on peut voir après un gros incendie. Mais on est un peu dans un état second. À ce moment-là, d'abord, il y a la fatigue qui joue quand même, et puis tout ce qu'on vient de voir, il faut qu'on l'assimile, qu'on le digère en quelque sorte. C'est des images qu'on n'oublie jamais. Ça, c'est des images... vous savez, j'emmagasine peut-être les images dans la tête, mais enfin, je crois que beaucoup de gens aussi, c'est des images qu'ils n'oublient jamais. Aujourd'hui encore ? Ah oui, aujourd'hui encore, oui. Au total, près de 200 pompiers seront mobilisés. Il faudra 10 000 mètres cubes d'eau pour venir à bout de l'incendie du jamais vu. Télévision oblige, la consternation est mondiale. Aux États-Unis, par exemple, les grandes chaînes retransmettent le soir même de longs reportages. Les messages de condoléances affluent de partout, d'autant que ce jour-là, le nombre de victimes reste en suspens. Des chiffres abominables circulent, sont commentés, répétés, amplifiés. Mais pour l'heure, on s'occupe des vivants et la solidarité s'organise très vite autour des rescapés et des familles endeuillées. Nous avons décidé de constituer immédiatement un fonds de solidarité auquel toutes les entreprises de l'association seraient invitées à collaborer d'une manière importante, et nous avons aussi suggéré d'y associer immédiatement les organisations syndicales de notre secteur, avec qui j'ai pris contact et qui ont tout de suite répondu positivement. Il fallait faire face à toute une série de besoins. Il fallait faire face à toute une série de besoins urgents et immédiats. Ce qui fait qu'en 24 heures de temps, nous avons disposé de 6,5 millions, qui nous a permis d'intervenir immédiatement, sans nous préoccuper de savoir si les assurances, soit accident du travail, soit responsabilité civile, joueraient et dans quelle mesure elles joueraient. Nous sommes intervenus tout de suite. Les premières demandes les plus urgentes ont été sur 2 plans. Premier plan, un soutien financier immédiat pour assurer la vie de certains ménages où le disparu avait entraîné pour conséquence qu'un compte bancaire était bloqué ou un compte chèque était bloqué, qu'il n'y avait plus d'argent à la maison pour assurer la vie quotidienne au-delà de 4-5 jours, bien entendu. Et deuxième poste très important, ça a été assurer immédiatement le paiement des frais de funérailles. Bruxelles ce matin, rue Neuve, mais encore au-delà, présentait l'aspect d'une ville en deuil. Tous les bâtiments officiels et avec eux de très nombreuses maisons particulières arboraient des drapeaux en berne. Un peu partout, des magasins du centre étaient fermés jusque pendant l'heure de midi, des salles de spectacle ont fait relâche, la radio diffusait de la musique de circonstance.
Fin de matinée, c'était la retransmission des funérailles collectives de Kuckelberg. Les passants s'arrêtaient volontiers devant les vitrines de Poste TV, si bien que tout le monde pouvait avoir l'esprit tourné là-bas, vers cette manifestation officielle en même temps que religieuse, du deuil que le pays tout entier ressent encore si profondément. Peu avant 11 heures, le cardinal Sunens, archevêque de Malines-Bruxelles et primat de Belgique, a accueilli, sous le narthex, le cercueil qui contenait les restes d'une victime inconnue prise au hasard, comme telle représentant toutes les victimes retirées des décombres, non identifiées ou identifiées. La présence de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine sont le symbole et l'expression vivante de la solidarité nationale qui nous unit en ce moment avec une indicible émotion autour des familles en deuil. De ces funérailles nationales, la Belgique doit entamer son lourd travail de deuil. Il sera particulièrement difficile, d'autant que beaucoup d'inconnus persistent, à commencer par le nombre exact de victimes. On suppose que de nombreux corps vont être découverts sous les décombres. Les Belges se préparent à un terrible bilan. Quand on découvrait un corps, on essayait en premier lieu de ramasser un maximum de pièces qui pouvaient identifier la personne. On faisait une photographie de la victime, puis par radio, j'avertissais une équipe qui se trouvait à l'extérieur parce qu'il y avait toujours un danger d'éboulement ou quelque chose qui s'écroulait. Aussi, il fallait qu'il y ait le moins de monde possible dans ce bâtiment sinistré. À la demande du ministre de la Défense nationale, une commission d'officiers du génie, conduite par un colonel, se trouve actuellement sur les lieux pour voir avec les ingénieurs des firmes privées qui seront préposés au déblaiement des décombres et naturellement avec les corps de sécurité de la ville de Bruxelles et de la protection civile, quelles sont les mesures que l'armée pourrait prendre en collaboration avec eux pour le déblaiement de ces immenses moellons qui se trouvent là-bas du côté de la rue aux Choux. Actuellement, ce que vous voyez là, c'est un fatras enchevêtré de 2-3 planchers qui se sont vraiment interpénétrés comme un jeu de cartes. Nous avions à peu près 5500 à 6000 tonnes de débris à évacuer. Nous en avons évacué 4000. Donc nous avons à peu près exécuté les 2/3 des travaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux dangers qui se sont présentés pour vous? Oui, effectivement. En arrivant ce matin, j'ai constaté que les colonnes que vous voyez là, au 4e étage, les 3 colonnes se sont légèrement affaissées cette nuit. Nous avons envisagé de faire dynamiter une partie du bâtiment. Nous sommes en train d'examiner les possibilités de le faire et nous vous dirons quoi dans quelques temps. On parlait de dynamitage, est-ce que ça se en toute dernière extrémité, parce que, étant donné l'état de vétusté de beaucoup des bâtiments des environs et la quantité d'explosifs qu'il y aurait lieu d'utiliser, il faut vraiment exclure pratiquement cette chose. À combien estimez-vous la masse de débris? J'estime que la masse de débris doit faire environ 30 000 tonnes. Et ça demandera combien de jours? Mais écoutez, ça dépend de l'enchevêtrement des débris. Voyez-vous, vous avez pu constater par vous-même qu'il y a les ourdis des différents niveaux
sont encore passablement solides et homogènes, ce qui fait qu'il va falloir découper au chalumeau des tronçons transportables, et ça peut prendre un certain laps de temps. Il faudra plusieurs semaines pour déblayer les gravats et en extraire les dernières victimes. Le bilan officiel est lourd, très lourd. 253 décès, 62 blessés hospitalisés, plus de 120 orphelins. Les familles des victimes et les blessés seront indemnisés à l'amiable par les assurances. Une facture colossale d'1,5 milliard de francs belges qui provoquera d'ailleurs quelques secousses sur le marché mondial de l'assurance. L'innovation verra quant à elle sa reconstruction, ses stocks et ses pertes également remboursées. Mais au-delà des chiffres, une question cruciale se pose, celle de la responsabilité. Faudra-t-il toujours des actes de courage et 300 victimes pour que l'on sache enfin, en Belgique, qu'un incendie est toujours possible, que c'est une chose grave et sérieuse. Après la catastrophe de l'innovation, nous nous sommes demandé ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait vous dire. Au fur et à mesure de notre enquête, nous avons été plus d'une fois surpris, étonnés, indignés même, par la légèreté de certains. Le prix de l'indifférence, c'est cet amas de ruines et le deuil dans d'innombrables familles. Dans un instant, le commandant Bisbar, chef des pompiers de Bruxelles-Ville, qui dirigea les opérations lors de l'incendie, vous dira la leçon qu'il convient de tirer de cette catastrophe. En fait, il n'y a pas de réglementation particulière concernant les grands magasins pour la protection contre l'incendie. Non, dans l'ensemble, il n'y a pas de réglementation qui englobe donc la sécurité contre l'incendie. Vous, professionnellement, est-ce que vous pouviez prévoir ce genre de catastrophe, celle-ci ou d'autres? Il y a des dizaines d'années que les corps de pompiers ont attiré l'attention des grands magasins. D'ailleurs, le corps de Bruxelles lui-même, vers la fin de l'année, la grande affluence dans les magasins pour les fêtes de fin d'année, on attirait spécialement leur attention sur les consignes de sécurité qu'ils devaient prendre, et notamment à ne pas diminuer trop la largeur des couloirs. Et le résultat? Et le résultat, il y en a certains qui suivaient un peu, il y en a d'autres qui nous répondaient carrément, mais monsieur, sur quoi est-ce que vous vous basez pour nous imposer cela? Puisqu'il n'y a pas de règlement. Parce qu'il n'y a pas de règlement. Est-ce qu'un incendie de ce genre, une catastrophe de ce genre, est encore possible? Est-ce que ça pourrait encore se présenter demain, dans l'état actuel des choses? Je pense que oui, puisque tous les autres grands magasins, pratiquement, sont dans le même cas qu'était l'innovation. Et on croyait que les exploitants des grands magasins croyaient qu'ils faisaient le maximum de ce qu'ils devaient faire pour assurer la sécurité des clients et de leur personnel. Est-ce que vous pensez que la catastrophe de l'innovation va provoquer une crise de conscience des pouvoirs publics? Est-ce que ça va accélérer la réglementation, les normes? Je l'espère. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est absolument indispensable d'avoir une norme faisant partie du règlement général unifié de bâtisse. Et mon plus ferme désir, mon plus vif désir est de voir paraître cette norme au maximum à la fin de l'année. Donc est-ce qu'on pourrait dire que malgré tout, cet incendie n'a pas servi à rien? Il y a eu des mesures qui font En Belgique, c'est certain, oui. Indéniablement, oui. Si un certain nombre d'événements ont donné lieu au renforcement d'une législation, c'était le besoin de coercition que l'autorité publique a instauré via des règlements, de telle manière que pareils événements ne se reproduisent dans les mêmes circonstances. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu se produire? Les enquêteurs du parquet sont à la recherche du moindre indice. Arrivent aussi sur les lieux des experts belges et étrangers pour tenter de comprendre. Parmi eux, le chef des 4000 pompiers de New York en personne débarque à Bruxelles. Nous avons demandé à Charles McKee d'analyser la situation à Bruxelles et de nous dire si oui ou non, comme le titraient les journaux américains, Bruxelles est un piège à feu. Première visite de M. McKee, les grands magasins de Bruxelles. Celui-ci est équipé d'un système d'extinction automatique et le fait savoir à sa clientèle. En fait, à Bruxelles,
il n'y a que 2 grands magasins à s'être équipés d'un système d'extinction automatique général, dit sprinklage, dont vous verrez une démonstration tout à l'heure. Voici ces fameux sprinklers, sortes de pommes d'arrosoir, qui équipent ces 2 seuls grands magasins à Bruxelles. Certains ont leurs propres pompiers, plus ou moins nombreux, plus ou moins expérimentés. Il est certain que la meilleure garantie est l'appel immédiat aux pompiers professionnels. Voici une tête de sprinkler à une température de 67 degrés. La capsule éclate et libère un jet d'eau puissant. C'est une sorte de lance d'incendie automatique. Nous allons voir une démonstration du système qui, ici, est doublé d'un détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, qui réagit en 10 secondes à la moindre émanation de gaz, donne l'alarme. 1 ou 2 minutes plus tard, l'arrosage automatique à une pression de 5 à 7 kg pourra sinon éteindre complètement l'incendie, du moins empêcher son extension. Selon des statistiques, aux États-Unis, dans les grands magasins, le système donne satisfaction dans plus de 90% des cas. Ces mesures de sécurité paraissent élémentaires, mais répétons-le, seuls 2 grands magasins à Bruxelles possèdent le système de sprinklage. Le sprinklage coûte évidemment cher, 25 à 30 millions en moyenne pour un grand magasin. Les ristournes sur les primes d'assurance incendie sont relativement peu élevées, ces mesures de protection ne sont pas obligatoires, alors la tentation est grande d'accepter les risques selon le calcul de la rentabilité. C'était dimanche soir. La visite à Bruxelles de Charles McKee devait se terminer, fortuitement, par un incendie bien réel. Un de plus depuis la catastrophe de l'innovation. Charles McKee ne s'y est pas seulement intéressé en tant qu'expert, mais à un moment déterminé, il a saisi une lance d'incendie et s'est précipité à l'intérieur du bâtiment. Cet incendie a été pour nous aussi une leçon de choses. Nous ne savions pas à quel point l'autonomie communale, certains particularismes locaux, pouvaient avoir une incidence, grave peut-être, sur l'action des pompiers. Dites-moi, il y a une chose qui m'a frappé en arrivant, c'est le peu d'eau qu'il y avait. Ben oui, ça arrive parfois dans certaines communes. Par exemple, Rôde Saint-Genèse, à chaque fois il y a des ennuis là, de ce côté-là. Ça arrive souvent, ce manque de pression d'eau? Ben, quand même, oui. Nous avons souvent dû demander... Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je ne sais pas. Il faudrait évidemment faire contrôler dans chaque commune, voir si la pression est suffisante partout. Vous n'avez pas eu de problème de raccord ici? Non, absolument pas. Pour une fois, ça a bien marché. Oui. Pour les communes que nous défendons, nous avons un type de raccord. Mais pour d'autres communes, les raccords sont différents. Ah oui. Et ça fait une perte de temps énorme, ça. Oui, évidemment. Je prends l'exemple de Scarbeck, là, où nous avons eu le cas, l'innovation. Oui. Où toutes les lignes étaient raccordées, il manquait juste la petite pièce en question, dont nous disposons bien entendu, mais en cas d'incendie grave, un peu du genre de Lino, c'est évident que tous ces raccords sont employés parce que nous demandons des renforts d'un peu partout. Voyez-vous? C'est presque un non-sens, ça, non? Oui, pour moi c'est un non-sens, je le dis franchement. Disons qu'il y a eu des règlements de compte après, entre administration et entre corps d'incendie. C'est une des conséquences pratiques, la fusion des corps de sapeurs-pompiers de la région de Bruxelles, et ça a été salutaire. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, une catastrophe comme celle-là n'est plus vraiment envisageable? Si, tout dépend de la cause de la catastrophe. Tant qu'on n'oblige pas les gens à prendre conscience qu'en tant qu'exploitant, ils portent une responsabilité si le risque n'est pas bien préventionné, on risque d'être confronté à des événements comme celui de l'innovation. Moins de 3 ans après la catastrophe, le 11 mars 1970, un nouvel Lino ouvrait ses portes. Un bloc de béton morne et gris, entièrement compartimenté et spécialement conçu pour empêcher la réédition du drame.
En réalité, c'est tout le secteur des grands magasins qui allait connaître une métamorphose radicale et coûteuse. 5 étages pour s'habiller, se distraire ou décorer son intérieur, le magasin Hinault de la rue Neuve est le plus grand de la chaîne. Ici plus qu'ailleurs, on sait qu'un accident est vite arrivé. Une étincelle suffirait pour mettre le feu aux vêtements de soie ou de nylon. Voilà pourquoi sont alignées au plafond ces petites douches appelées sprinklers. Elles se déclenchent si la température atteint les 60 degrés. On fait attention au dégagement, aux largeurs des issues de secours, à l'éclairage de sécurité et à l'existence de moyens de première intervention, c'est-à-dire des tuyaux et des extincteurs pour les intervenants. Un extincteur tous les 150 mètres carrés, des bornes incendie toujours accessibles ou encore des portes résistant au feu au moins une demi-heure. L'employeur est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients. Près de 43 ans plus tard, l'incendie de l'innovation reste gravé dans les mémoires. Des commémorations ont d'ailleurs lieu régulièrement, des moments de recueillement indispensables pour ceux qui y ont perdu un proche ou pour ceux qui, aujourd'hui encore, restent traumatisés par l'événement. Beaucoup espèrent que le temps n'effacera pas le souvenir du drame, un devoir de mémoire pour que pareille catastrophe n'arrive plus jamais. Vous savez, malgré tout, ça reste une émotion, même après 40 ans, une émotion très 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 forte. Ce qui est fascinant, c'est ce rougeoiement qui fait état d'un incendie généralisé, avec la même puissance, à tous les niveaux. Une échelle qui débouche dans rien, avec personne. Elle est dans le vide et elle ne sert à rien. Ça donne un peu l'idée qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a une vérité historique, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Non. Donc et vous n'aurez pas davantage aujourd'hui. C'est ça qui explique que les médias reviennent sans arrêt sur le sujet? C'est le fantôme de l'opéra, sans doute. L'enquête judiciaire ne permettra pas d'identifier formellement les causes de l'incendie. La responsabilité pénale de la direction de l'innovation ne sera pas établie, et ce, en dépit des carences constatées dans les dispositifs de sécurité anti-feu et d'évacuation. Non, c'est une décision de l'autorité judiciaire de classer l'affaire en non-lieu. C'est difficile, 40 ans après, de revenir sur une décision judiciaire, et je ne le ferai pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir le mode de fonctionnement des autorités à l'époque, au moment de l'événement, et des partenaires au moment de l'événement, et ce que ces personnes feraient maintenant dans des situations semblables. Le défaut de prévoyance risque un jour de nous être imputé. Et c'est ça le monde qui, selon moi, a fort changé. La recherche à tous les niveaux des responsabilités lorsqu'il y a un événement qui se produit du type incendie, explosion ou mouvement de foule. Plus de 40 ans se sont écoulés. Une commission d'enquête parlementaire aurait peut-être permis d'y voir plus clair dans ce drame qui a coûté la vie à plus de 250 personnes et grièvement blessé des dizaines d'autres. Elle n'a pas eu lieu. Peut-être une question d'époque, la pression populaire n'était pas ce qu'elle peut être aujourd'hui. Mais la catastrophe de l'innovation a permis une prise de conscience collective et la mise en œuvre d'un arsenal impressionnant de mesures de protection contre l'incendie pour que plus jamais nous n'ayons à revivre un jour comme ce jour-là.